Le gala était censé honorer Kendrick. Au lieu de cela, il se tenait debout au-dessus de sa femme avec un seau à glace vide, grimaçant tandis que l'eau s'égouttait de ses tresses sur la nappe blanche. Sa mère leva son verre. La femme en or à ses côtés eut un petit rire méprisant et ne fit même pas semblant de s'en cacher. La pièce devint glaciale, mais non, trempée, humiliée, assise dans une flaque de glace fondue, ne réagit pas. Elle regarda au-delà de tous, droit vers le PDG sur scène. Et quand leurs regards se croisèrent, la main de celui-ci se mit à trembler. Parce que ce soir n'était pas la soirée de Kendrick. Ça ne l'avait jamais été. Le gala de la Heritage Foundation était le genre d'événement où les gens venaient pour être vus. 400 invités remplissaient la grande salle de bal de l'hôtel Monarch, vêtus de soie et de laine ajustée. Les flûtes de champagne y captaient la lumière des 3 lustres en cristal suspendus au-dessus de la piste de danse. Un jazz live flottait depuis la scène dans le coin, un quatuor jouant quelque chose de fluide et de luxueux. Des tables rondes drapées de lin blanc s'étendaient à travers la salle, chacune surmontée de centres de table au bord doré et de seaux à glace en argent suant dans l'air chaud. Le tapis était bordeaux. Les rideaux étaient en velours du sol au plafond. Tout dans cette pièce respirait l'argent, l'influence et le genre de pouvoir qui se déplace silencieusement à travers des poignées de main et des présentations murmurées. C'était l'élite d'Atlanta. Des médecins, des promoteurs, des membres du conseil d'administration de fondation, des familles de vieilles fortunes qui signaient des chèques assez gros pour garder leur nom gravé dans les halls des bâtiments, des conseillers municipaux avec leurs épouses, des fondateurs de tech avec leurs investisseurs. Et ce soir, jusqu'au dernier d'entre eux, ils étaient venus célébrer un homme, Kendrick Hadley. Son nom était imprimé sur le programme en gras, honoré de l'année, une figure montante de l'immobilier commercial qui avait bâti sa réputation sur le charme, la confiance et le genre de sourire qui donnait envie aux gens de lui tendre des choses. Des contrats, des invitations, des secondes chances. Sa mère, Constance, était arrivée tôt pour réclamer la table VIP la plus proche de la scène. Elle portait du crème de la tête aux pieds, son menton incliné avec l'angle d'une femme qui croyait que la soirée appartenait à sa lignée. Toutes les quelques minutes, elle jetait un coup d'œil à la salle et hochait lentement la tête, comme si elle comptait les gens qui étaient venus adorer son fils. Et puis il y avait Simone, la femme à la robe dorée. Elle était assise à côté de Kendrick avec le genre de posture qui ne s'apprend pas, mais qui se choisit. Ses doigts effleuraient son bras avec désinvolture. Ses yeux balayaient la pièce avec une confiance paresseuse. Elle n'était pas présentée comme sa petite amie. Elle n'était pas présentée du tout, mais la façon dont elle se penchait vers lui, la façon dont elle croisait ses jambes dans sa direction, la façon dont elle chuchotait à son oreille et laissait ses lèvres s'attarder tout près, tout le monde comprenait, et personne ne disait un mot. Nan était assise à 2 sièges de son propre mari. Elle portait une robe vert profond qu'elle avait cousue elle-même, le tissu tombant de manière nette et droite sur ses épaules. Épinglée juste au-dessus de son cœur se trouvait une petite broche en émeraude, cousue à la main par sa grand-mère il y a des décennies, le fil toujours serré, la pierre captant toujours la lumière. Elle avait porté cette broche le soir où elle avait rencontré Kendrick 7 ans plus tôt, lors d'une collecte de fonds où c'était elle qui dirigeait la salle. Ce soir, elle la portait à nouveau. Mais ce soir, la salle avait oublié qui elle était. Quand Kendrick se leva et attrapa le seau à glace au centre de la table, la conversation autour d'eux s'éteignit. Il n'annonça pas ce qu'il faisait. Il ne regarda pas Nan. Il n'en avait pas besoin. Il souleva simplement le seau d'une main, se pencha sur la table et le renversa sur sa tête. La glace frappa son cou en premier. Puis l'eau vint, froide et vive, s'écrasant sur ses tresses, imbibant la soie verte, s'accumulant dans les plis de ses genoux. Des glaçons rebondirent sur la nappe et atterrirent sur le sol. Kendrick posa le seau avec un bruit sourd et grimaça. Il se tourna vers Simone, qui pressa ses doigts manucurés sur ses lèvres dans une fausse surprise, mais ses yeux riaient. Constance leva sa coupe de champagne depuis la table VIP et hocha la tête 2 fois, de manière lente et délibérée, comme une femme approuvant une décision prise des semaines avant ce soir. La salle se figea. 400 personnes, et pas une seule ne bougea. Le jazz s'arrêta en pleine note. Un serveur près des portes de la cuisine abaissa son plateau. Une femme à 3 tables de là se couvrit la bouche des 2 mains. La fourchette de quelqu'un frappa une assiette et le son résonna comme une cloche dans une église. Tout le monde attendait le cri, les larmes,
le bruit de la chaise qui recule et la femme brisée s'enfuyant de la pièce, sa dignité en lambeaux. Kendrick se pencha vers Nan et dit assez fort pour que 3 tables puissent l'entendre, « Peut-être que ça va te réveiller. Tu as traversé ce mariage en somnambule, de la même façon que tu traverses la vie. Ennuyeuse, inutile, et habillée comme la bonne de quelqu'un à une fête où tu n'as même pas été invité. » Simone rit. Pas un petit rire, mais un rire franc, la tête penchée en arrière, le tissu doré de sa robe captant la lumière du lustre. Constance sirota son champagne et sourit. Mais Nan ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle ne s'enfuit pas. Elle resta immobile. L'eau coulait de son menton sur la nappe blanche. Son mascara coulait légèrement au coin de ses yeux. Des glaçons fondaient sur ses genoux, imbibant la soie jusqu'à ce que le tissu colle à ses cuisses. Et puis doucement, si doucement que seules les personnes les plus proches d'elle pouvaient le voir, elle leva la main et toucha la broche en émeraude épinglée sur sa poitrine. Elle pressa son pouce contre la pierre pendant une longue inspiration. Puis elle abaissa sa main, joignit ses paumes sur ses genoux, et regarda au-delà de Kendrick, au-delà de Simone, au-delà de Constance, droit vers la scène. Elliott Okafor se tenait derrière le podium, le PDG d'Ascent Technologies. L'homme programmé pour prononcer le discours d'ouverture de ce soir. Il n'avait pas bougé depuis que le seau à glace avait frappé. Sa main serrait le pied du micro si fort que ses articulations étaient devenues blêmes. Parce qu'il reconnaissait la femme assise dans cette flaque d'eau glacée. Il reconnaissait la broche, et l'expression sur son visage disait tout ce que sa bouche ne pouvait exprimer. Kendrick ne remarqua rien. Il était trop occupé à savourer l'instant. Il passa son bras autour de l'épaule de Simone et s'adossa à sa chaise comme un homme qui vient de lancer une réplique percutante lors d'une fête organisée en son honneur. Constance fit signe à un serveur pour un remplissage. Et Nan, toujours dégoulinante, toujours calme, toujours à l'affût, croisa les mains et attendit, car elle savait déjà exactement comment. Cette nuit allait se terminer ainsi. 7 ans avant le gala, Nan Cole était le genre de femme que les gens sous-estimaient. Elle parlait doucement. Elle traversait les pièces sans attirer l'attention. Elle écoutait 2 fois plus qu'elle ne parlait. Et à cause de cela, les gens supposaient qu'elle était insignifiante. Ils pensaient qu'il n'y avait rien derrière ce silence. Ils se trompaient. Nan dirigeait un cabinet de conseil depuis son appartement du sud-ouest d'Atlanta. Ce n'était pas le genre de cabinet avec un hall d'accueil en verre et une réceptionniste. C'était une table pliante près de la fenêtre, un ordinateur d'occasion et un carnet relié de cuir rempli de notes manuscrites, des noms, des numéros de téléphone, des structures de contrat, des notes personnelles sur chaque fondateur, chaque directeur d'association, chaque entrepreneur débutant qu'elle avait aidé. Et glissées entre les pages, comme des fleurs séchées, se trouvaient des cartes de remerciements écrites à la main par des personnes dont elle avait discrètement bâti la carrière à partir de rien. Elle connectait les gens, des fondateurs qui cherchaient des investisseurs, des start-up qui avaient besoin de conseillers, de petites organisations à but non lucratif qui avaient besoin de restructurer leur stratégie avant le prochain cycle de subventions. Elle ne faisait pas de publicité. Elle ne faisait pas de réseautage dans les cocktails. Elle ouvrait simplement son carnet, passait un coup de fil, et les choses se produisaient. C'était le don de Nan. Elle jetait des ponts entre les gens et ne réclamait jamais de péage. L'une de ces personnes était Elliott Okafor. Il était entré dans sa vie 10 ans plus tôt avec rien d'autre qu'un prototype d'application sur un écran de téléphone fissuré et un abonnement de bus dans sa poche arrière. Un jeune fondateur tech de Lagos, vivant dans un studio à College Park, mangeant des nouilles instantanées 4 soirs par semaine et rêvant d'une entreprise qui n'existait pas encore. Nan s'était assise en face de lui dans un café, avait écouté son projet pendant 45 minutes, puis avait ouvert son carnet. Elle avait passé 3 appels. En 6 semaines, Elliott avait son premier rendez-vous avec un investisseur. En 1 an, il avait obtenu son financement initial. En 5 ans, Ascent Technologies était l'une des entreprises de logiciels d'entreprise à la croissance la plus rapide du Sud-Est. Et n'en avait jamais demandé un centime. Elle n'avait jamais demandé de part. Elle n'avait jamais demandé que son nom apparaisse nulle part. Elle avait juste écrit le nom d'Elliott dans son carnet, tourné la page et était passée à la personne suivante qui avait besoin d'aide. Kendrick est entré dans sa vie lors d'une collecte de fonds communautaires qu'elle organisait à Midtown. Il était charmant d'une manière qui ne s'annonce pas. Pas accent grave l'œil, juste chaleureux.
il lui a apporté une tasse de café pendant l'installation sans qu'elle le demande. Il s'est souvenu de son nom dès leur deuxième rencontre. Il a remarqué la broche en émeraude sur son chemisier et l'a interrogé à ce sujet, quand elle lui a dit que sa grand-mère l'avait cousu à la main à partir de chutes de tissu et d'une pierre trouvée dans un vide-grenier. Il l'a touché délicatement et a dit qu'elle lui allait bien. C'est ce soir-là que Nan a décidé de le laisser entrer. Les 3 premières années du mariage furent bonnes. Kendrick bâtissait sa carrière dans l'immobilier commercial, et le réseau de relations de Nan l'aidait d'une manière qu'il n'a jamais pleinement reconnue. Elle l'a présenté à des promoteurs, à des urbanistes, à des membres de conseils d'administration de fondations qui, plus tard, l'inviteraient dans des cercles où il n'aurait jamais pu entrer seul. Elle le faisait discrètement, sans fanfare, car c'était ainsi que Nan faisait tout. Et Kendrick l'acceptait comme un homme accepte la lumière du soleil sans jamais penser d'où elle vient. Mais Constance était toujours en arrière-plan, façonnant le récit. La mère de Kendrick avait des avis sur tout ce que Nan faisait. Ses vêtements étaient trop simples. Sa voix était trop douce. Ses ambitions étaient trop modestes. Constance disait à Kendrick, lors des dîners du dimanche et des appels téléphoniques tardifs, que Nan n'était pas faite pour la vie qu'il se construisait. Elle te freine, disait Constance. Un homme qui monte a besoin d'une femme qui brille, pas d'une qui se cache dans la cuisine. Et Nan entendait chaque mot à travers les murs, à travers les silences, à travers la façon dont le regard de Kendrick commençait à passer au-dessus d'elle plutôt que de se poser sur elle. Les signes sont apparus lentement. Un téléphone incliné pour ne pas être vu pendant le dîner. Un parfum qu'elle n'avait pas acheté sur le rebord du lavabo. Un reçu pour un bracelet en or dans la poche de sa veste, taillé pour un poignet bien plus fin que le sien. Il a commencé à rentrer plus tard. Il a commencé à mentionner le nom de Simone lors des dîners avec désinvolture, comme une collègue, comme n'importe qui. Simone pense que le marché se déplace vers l'est. Simone a un ami à la commission d'urbanisme. Toujours professionnel, toujours prudent. Mais Nan remarquait la façon dont sa voix s'adoucissait quand il prononçait son nom. Elle les a vus une fois à travers la vitrine d'un restaurant sur Peachtree Street. La main de Simone était sur le bras de Kendrick. Il riait de quelque chose. Simone penchait la tête comme le font les femmes quand elles veulent qu'un homme se sente élu. Nan est restée sur le trottoir pendant 11 secondes. Elle a compté. Puis elle a fait demi-tour et est rentrée à la maison. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a appelé personne. Elle a rangé cette image à l'endroit où elle gardait les choses qui n'étaient pas encore prêtes à être dites. Un soir, alors qu'elle repassait la chemise de Kendrick pour un dîner de conseil d'administration auquel elle n'était pas invitée, elle a entendu la voix de Constance par le haut-parleur du téléphone dans la pièce d'à côté. Claire comme du cristal. C'est un poids mort, Kendrick. Un homme comme toi n'a pas besoin d'une femme pareille pour le tirer vers le bas. Tu l'as dépassé. Kendrick n'a rien répondu. Il s'est contenté de se racler la gorge et a changé de sujet. Et ce silence, ce petit silence paresseux, a dit à Nan tout ce qu'un aveu n'aurait jamais pu dire. Mais elle ne dit rien. Pas encore. Car Nan comprenait une chose que la plupart des gens apprennent trop tard, la vérité n'a pas besoin d'arriver vite. Elle a juste besoin d'arriver exactement au bon moment. 5 semaines avant le gala, Nan a trouvé le deuxième téléphone. Il était dans la poche latérale du sac de sport de Kendrick, caché derrière une serviette roulée. Elle ne le cherchait pas. Elle cherchait ses écouteurs parce que les siens s'étaient cassés le matin même. Mais quand ses doigts se sont refermés sur le verre froid d'un téléphone qu'elle ne reconnaissait pas, sa main s'est figée. Elle s'est assise sur le bord du lit. La maison était vide. Kendrick était à une visite immobilière à l'autre bout de la ville. Elle appuya sur le bouton d'alimentation. L'écran s'alluma. Aucun code. Il n'avait même pas pris la peine de le verrouiller. Cela lui en disait plus que tout ce qui pouvait se trouver sur l'écran. Kendrick ne pensait pas qu'elle regarderait. Il avait cessé de croire qu'elle était capable de curiosité, de suspicion, ou de quoi que ce soit d'autre que l'obéissance. Les messages remontaient à des mois. Kendrick et Simone. Chaque fil de discussion était une blessure ornée d'émojis. Simone appelait Nan, le bouche-trou. Kendrick répondait avec des visages hilars. Simone envoyait des photos d'elle dans des tenues qu'elle portait à des événements où le nom de Nan n'était jamais mentionné. Kendrick répliquait par des promesses sur un avenir où il n'y avait pas de place pour sa femme. Bientôt,
écrivait-il dans un message, après le gala, tout change. Mais c'est le message de groupe qui brisa quelque chose au plus profond de la poitrine de Nan. Pas son cœur, qui se fissurait depuis des mois, mais quelque chose de plus structurel, de plus fondamental. La discussion de groupe comportait 3 noms, Kendrick, Simone et Constance, sa mère. Les messages montraient une coordination, une stratégie, une planification. Constance avait écrit 2 semaines avant le gala, « Assure-toi simplement qu'elle ne t'embarrasse pas lors de l'événement. Peut-être l'asseoir à l'arrière. Elle n'est pas faite pour les projecteurs. » Et Kendrick avait répondu, « Ne t'inquiète pas, maman. J'ai prévu quelque chose pour elle. Elle ne sera plus un problème après samedi soir. » Nan le lut 3 fois. Sa mâchoire se crispa, sa respiration devint délibérée et mesurée. Elle replaça le téléphone dans le sac de sport exactement là où elle l'avait trouvé, ferma la fermeture éclair et remit la serviette par-dessus. Chaque mouvement était précis, chaque détail remis à sa place. Elle se dirigea vers le placard de la chambre, atteignit l'étagère du haut et en sortit une petite boîte en bois, la boîte à bijoux de sa grand-mère. À l'intérieur, enveloppée dans un carré de velours noir, se trouvait la broche en émeraude. Elle la tint dans sa paume et referma ses doigts dessus. Les bords cousus minces s'enfoncèrent dans sa peau. Elle resta là longtemps, sans bouger, sans pleurer, tenant la seule chose dans cette maison qui ne lui avait jamais menti. Puis elle prit son propre téléphone et appela Joséphine. Joséphine Laurent était la meilleure amie de Nan depuis leur première année à Spelman. Elle travaillait dans l'organisation d'événements, avait une mémoire plus affûtée que la plupart des classeurs et n'avait jamais, en 20 ans, trahi la confiance de Nan. Quand elle répondit, Nan sauta les banalités. Elle posa une seule question, qui est l'orateur principal au gala de la Heritage Foundation ce samedi? Joséphine vérifia ses contacts. La réponse tomba en moins d'1 minute, Elliot Okafor, PDG d'Ascent Technologies. Il y eut un silence sur la ligne. Pas le genre de silence qui signifie que quelqu'un réfléchit, mais celui qui signifie que quelqu'un a déjà fini de réfléchir et qu'il est en train de construire quelque chose dans son esprit, poutre par poutre, boulon par boulon. Nan expira lentement. Puis elle dit, « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, et j'ai besoin que tu ne me demandes pas pourquoi avant que ce soit fini. » Joséphine n'hésita pas, « Dis-moi ce dont tu as besoin. » Ce que Nan demanda cette nuit-là, la requête spécifique, le timing, la coordination avec l'équipe d'Elliot, resterait entre elles deux pour le moment. Mais cela impliquait Elliot, le programme du gala et un créneau horaire qui devait être exact à la minute près. Les 5 jours entre la découverte et le gala furent les 5 jours les plus calmes que Nan ait jamais vécus. Elle prépara le dîner chaque soir. Elle sourit quand Kendrick franchit la porte. Elle l'interrogea sur sa journée et écouta ses réponses comme le fait une femme qui connaît déjà la fin de l'histoire qu'on lui raconte. Elle repassa ses chemises. Elle dressa la table avec les belles assiettes parce que Constance venait dîner mercredi soir, et n'en voulait que tout paraisse exactement comme cela devait paraître. Constance arriva avec une bouteille de vin qui coûtait plus cher que le tissu que Nan avait utilisé pour sa robe. Elle passa tout le dîner à parler du gala comme s'il s'agissait d'un couronnement, quelle table Kendrick devait demander, quel membre du conseil il devait saluer en premier, quel photographe regarder pendant la remise du prix. Elle ne s'adressa pas une seule fois à Nan pendant le plat principal. Pas une seule fois. Elle parlait autour d'elle, à travers elle, par-dessus elle, comme si la femme qui avait préparé le repas et dressé la table n'était qu'un meuble doté d'un battement de cœur. Quand Nan apporta le dessert, une tarte aux patates douces faite selon la recette de sa grand-mère, Constance regarda l'assiette sans lever les yeux et dit, « Tu devrais porter quelque chose de modeste samedi. Cette soirée est pour Kendrick, pas pour toi. » Nan posa l'assiette doucement. « Bien sûr, Constance. » Plus tard cette nuit-là, après que Kendrick se fut endormi avec la télévision encore allumée, Nan se dirigea vers le placard de rangement du couloir et en sortit le carnet relié de cuir. Elle l'emporta sur la table de la cuisine et l'ouvrit sous la lumière jaune et chaude au-dessus de la cuisinière. Page après page de noms, de connexions, de notes écrites d'une écriture soignée, de cartes de remerciements aplaties entre les entrées. Elle se tourna vers les pages dont elle avait besoin, celles qui documentaient chaque présentation qu'elle avait organisée pour le réseau de donateurs de la Heritage Foundation, et les photographia avec son téléphone, page par page, avec soin. En s'assurant que chaque nom était bien lisible. Elle ferma le carnet, le remit sur son étagère et alla se coucher. Le lendemain matin,
elle retrouva Joséphine dans un café à 3 kilomètres de la maison. Elles s'assirent dans un box au fond et discutèrent pendant 40 minutes. Joséphine prit des notes sur une serviette et hocha la tête à plusieurs reprises. Au moment de partir, Joséphine serra la main de Nan par-dessus la table et ne dit qu'un mot, samedi. Nan acquiesça. Au cours des 2 jours suivants, elle contacta 3 femmes à qui elle n'avait pas parlé depuis des années, Denise Abra, Patricia Cam et Hélène Oy. Toutes 3 étaient membres du conseil d'administration de la fondation. Toutes 3 avaient obtenu leur siège grâce aux présentations que Nan avait faites des années auparavant dans le cadre de son travail de consultante. Elle n'expliqua pas l'objet de son appel. Elle dit simplement qu'elle serait ravie de les revoir au gala. Chaque femme accepta sans poser une seule question. Pendant ce temps, Kendrick vivait son idylle avec Simone au grand jour. On les vit faire du shopping ensemble à Buckhead le samedi après-midi. Simone publia une photo de sa robe dorée sur les réseaux sociaux avec la légende « Prête pour ce soir ». Kendrick aima la photo. Il ne prit même pas la peine d'effacer la notification avant que Nan ne puisse la voir sur la tablette partagée dans la cuisine. Le matin du gala, Nan se tint devant le miroir de la chambre. Elle portait la robe vert profond. Elle épingla la broche en émeraude juste au-dessus de son cœur et pressa son pouce contre la pierre, de la même manière qu'elle l'avait fait le soir de sa rencontre avec Kendrick. Puis elle prit sa pochette. À l'intérieur, son téléphone, un tube de rouge à lèvres et 3 impressions pliées qu'elle avait faites à partir des photos du carnet. Elle se regarda dans le miroir et ne sia pas pendant un long moment. Kendrick l'appela d'en bas, « Non, on y va. On est déjà en retard. » Elle éteignit la lumière et descendit les escaliers. Ses talons claquaient sur chaque marche, d'un pas régulier, mesuré, sans hâte. Et Kendrick, debout au pied de l'escalier, ses clés à la main et le parfum de Simone encore légèrement présent sur son col depuis l'après-midi, n'en avait aucune idée. Il n'imaginait pas que chaque conversation que Nan avait eue cette semaine, chaque sourire poli, chaque chemise repassée, chaque dîner silencieux, chaque, bien sûr Constance, tout cela était de l'architecture, pas de la soumission. Pas de la faiblesse, pas une femme acceptant sa condition. De l'architecture. Et d'ici à ce que la musique s'arrête ce soir, l'édifice que Kendrick pensait avoir construit s'écroulerait autour de lui, brique par brique silencieuse, sans que Nan ait jamais à élever la voix. 20 minutes après l'incident du seau à glace, Nan se tenait dans les toilettes pour femmes de l'hôtel Monarch. L'eau s'égouttait encore de l'extrémité de ses tresses dans le lavabo en marbre. Son mascara avait légèrement coulé sous son œil gauche. La soie verte de sa robe collait, froide et lourde, contre son dos, et le carrelage était frais sous ses talons. Elle se regarda dans le miroir. Elle ne détourna pas les yeux. Elle ramena ses tresses en arrière, les tordit en anneaux serrés à la base de sa nuque et les fixa avec une épingle qu'elle gardait dans sa pochette. Elle s'essuya le visage avec une serviette en papier, remit son rouge à lèvres en 2 traits nets et réajusta sa robe contre son corps. La broche en émeraude tenait toujours bon, épinglée au-dessus de son cœur, la pierre verte captant la lumière fluorescente comme une petite flamme défiante. Elle retourna dans la salle de bal. Kendrick l'aperçut de l'autre côté de la pièce, et sa coupe de champagne s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Il s'attendait à ce qu'elle soit partie. Le seau à glace était censé être l'acte final, celui qui la chasserait en larmes pour qu'il puisse passer le reste de la nuit avec Simone à son bras et sa mère souriante au premier rang. Il l'avait répété dans sa tête, les pleurs, la sortie, l'histoire qu'il raconterait aux gens après coup, qu'elle s'était ridiculisée, qu'elle ne supportait pas la pression, qu'elle n'avait jamais été faite pour cette vie. Mais Nan ne partit pas. Elle retourna à la table, s'assit sur la même chaise humide et croisa les mains sur ses genoux. Sa posture était droite, son menton levé, sa robe était encore mouillée et elle ne cherchait pas à le cacher. Simone se pencha vers Kendrick et chuchota, « Elle est encore là ?» Kendrick haussa les épaules, mais quelque chose derrière son regard avait changé. Pas de la culpabilité, pas de l'inquiétude, mais quelque chose de proche de la sensation que l'on ressent quand une porte verrouillée s'ouvre toute seule au milieu de la nuit. Nan se leva à nouveau. Elle se déplaça dans la salle. Elle salua par son nom un membre du conseil à la table voisine. Puis un autre, puis encore un autre. Elle serra des mains. Elle parlait doucement, comme elle l'avait toujours fait, d'une manière que les gens prenaient pour de la timidité jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'il s'agissait de précision. Elle touchait le bras des gens comme quelqu'un qui vous connaît depuis des années et qui veut que vous le sentiez.
et les personnes qui l'avaient regardé se faire tremper 10 minutes plus tôt assistaient maintenant à quelque chose de totalement différent. Une femme qui aurait dû être brisée traversait la pièce comme si elle était la seule personne ici à savoir ce qui allait se passer ensuite. Constance le remarqua. Elle posa son champagne assez fort pour faire teinter les couverts et se pencha vers Kendrick. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» Kendrick regarda Nan serrer la main de Denise à bras, l'un des membres les plus éminents du conseil de la fondation. Il vit Denise sourire largement et attirer Nan contre elle. Il vit Patricia Camm se lever de sa chaise et enlacer Nan comme une sœur revenue d'une longue absence. Il vit Hélène Oy tirer une chaise à sa table et faire signe à Nan de s'asseoir. « Je ne sais pas, » dit Kendrick, et pour la première fois de la soirée, son sourire avait disparu. Constance se leva brusquement de sa chaise, ajusta son blazer crème et intercepta Nan près du bar. Elle se plaça directement sur le chemin de Nan, assez près pour que les gens autour d'eux entendent chaque mot. « Tu aurais dû partir quand tu en avais l'occasion, ma chérie. » C'est le monde de Kendrick. Tu n'es qu'une invitée. Nan s'arrêta. Elle regarda Constance comme on regarde une horloge, pour noter l'heure, rien de plus. Puis elle dit, sans élever la voix le moins du monde, « Passe une excellente soirée, Constance. » Et elle continua de marcher. En coulisses, près du couloir de service derrière le rideau de la scène, Joséphine parlait discrètement avec l'assistant d'Elliot. Un léger ajustement avait été apporté au programme. Sur le papier, ce n'était rien de dramatique, un segment de remerciements personnels ajouté après les remarques liminaires de l'orateur. Mais Elliot avait examiné la demande plus tôt dans la soirée et avait immédiatement accepté. Aucune hésitation, aucune question. L'énergie dans la salle de bal avait déjà basculé. Les invités chuchotaient à leur table, mais plus à propos du seau à glace. Ils chuchotaient sur Nan, sur sa façon de se mouvoir, sur le fait qu'elle n'ait pas pleuré, sur la façon dont la femme qui aurait dû être la plus insignifiante de la pièce devenait, d'une certaine manière, la plus visible. Kendrick le ressentait comme un changement de pression avant une tempête. Il ne pouvait pas le nommer, mais son pied tapait sous la table et Simone avait cessé de lui toucher le bras. Les lumières de la salle tamisèrent. Un projecteur unique échauffera pas la scène. L'hôte du gala s'approcha du micro et présenta l'orateur principal de la soirée, Elliot Okafor, PDG d'Asson Technologies, l'une des entreprises de logiciels à la croissance la plus rapide du Sud-Est et fier partenaire de la Heritage Foundation. Elliot s'avança vers le podium. Il ajusta sa cravate. Il agrippa les bords du pupitre et regarda la salle. Il commença comme commencent toujours les discours, avec de la gratitude, des chiffres, la mission de la fondation et les jalons de l'année écoulée. Puis il s'arrêta. Il prit une inspiration que tout le monde dans la salle put entendre à travers les haut-parleurs. Il dit qu'il souhaitait s'écarter de ses notes préparées pour un moment personnel. Il dit qu'il y avait quelqu'un dans cette salle ce soir qui avait changé sa vie avant même que quiconque assis à ces tables ne connaisse son nom. La salle devint immobile. Les fourchettes s'arrêtèrent. Les verres restèrent suspendus en l'air. 400 personnes se penchèrent en avant sur leurs chaises. Elliot raconta l'histoire. Il y a 10 ans, dit-il, il était un fondateur tech sans financement, sans relations et sans avenir précis. Il vivait dans un studio à College Park, à un mois de s'acheter un billet aller simple pour Lagos et de déclarer son rêve mort. Et puis, une femme s'était assise en face de lui dans un café, avait ouvert un carnet relié de cuir et avait passé 3 appels téléphoniques qui avaient réorganisé toute la trajectoire de sa vie. Elle l'avait mis en contact avec son premier investisseur. Elle l'avait présenté au conseiller qui avait façonné l'architecture initiale de son entreprise. Elle avait pris de ses nouvelles chaque mois pendant 1 an. Elle n'avait jamais demandé d'argent. Elle n'avait jamais demandé de part. Elle n'avait jamais, pas une seule fois, demandé que son nom figure sur quoi que ce soit. Elle avait simplement cru en lui, avant de passer à la personne suivante qui avait besoin d'aide. Il prononça son nom, Nan. La salle se tourna. Chaque tête, chaque paire d'yeux. Nan était toujours assise à sa table, sa robe légèrement humide, la broche en émeraude captant le bord du projecteur comme une petite étoile verte. Elle ne se leva pas. Elle ne fit pas de signe de la main. Elle resta assise, les mains croisées, et regarda Elliot avec des yeux fixes et inébranlables. La voix d'Elliot se fit plus dense. Il dit qu'il reconnaissait la broche qu'elle portait.
Elle la portait la toute première fois qu'ils s'étaient rencontrés, et elle lui avait dit ce jour-là qu'elle avait été faite par les mains de sa grand-mère. En la revoyant ce soir, sur la femme qui venait d'être publiquement humiliée dans cette même pièce, il ne pouvait rester silencieux. Un murmure parcourut la foule. Les gens regardèrent Kendrick. Puis la voix d'Elliot changea. Elle devint plus calme, plus tranchante. Il expliqua que lorsque Joséphine avait contacté son assistant plus tôt dans la soirée pour expliquer ce qui s'était passé, le saut à glace, l'humiliation, l'homme responsable, il avait demandé à son équipe d'extraire l'historique des donateurs de la fondation. Et ce qu'ils avaient trouvé était quelque chose que chaque personne dans cette salle méritait d'entendre. Une photographie apparut sur l'écran derrière lui, projetée assez grande pour être lue depuis les tables du fond. C'était une page du carnet relié de cuir. L'écriture de des noms, des connexions, des introductions, des dates. Le même carnet que Kendrick avait autrefois moqué en l'appelant « son petit journal ». Elliot retraça les lignes à haute voix. Chaque donateur majeur que cette fondation avait accueilli au cours des 6 dernières années pouvait être rattaché au travail de conseil d'une seule personne. Pas l'homme dont le nom était imprimé sur le programme de ce soir. La femme sur laquelle il venait de verser un seau d'eau glacée devant 400 invités. L'écran changea. Une autre page. Plus de noms. Des membres du conseil d'administration qui avaient été introduits à la fondation via le réseau de noms. Des sponsors d'entreprises qu'elle avait discrètement négociés. Des partenariats qui portaient la signature de Kendrick mais qui avaient commencé par un appel téléphonique de noms. Silence. Pas le genre poli, pas le genre impressionné. Le genre de silence pesant, celui qui presse contre vos côtes et rend la respiration difficile. Denise Abara se leva de sa table. Elle regarda la salle et dit clairement, « Non m'a présenté à cette fondation. Je ne siégerai pas à ce conseil sans elle. » Patricia Cam se leva ensuite, de même. Elle m'a connecté à mon premier rendez-vous avec un donateur il y a 7 ans. Elle n'a jamais réclamé de crédit. Hélène Oy se leva la troisième, « Non à restructurer le conseil de mon organisation à but non lucratif avant même que je ne rencontre quiconque dans cette salle. Chaque relation que j'ai ici a commencé par un appel qu'elle a passé en mon nom. 3 membres du conseil, 3 confirmations. 3 femmes debout dans une pièce qui avaient regardé Nan se faire tremper d'eau glacée sans absolument rien faire. La bouche de Kendrick s'ouvrit. Rien n'en sortit. La coupe de champagne dans sa main descendit lentement vers la table. Ses yeux passèrent de l'écran aux femmes debout, puis à la salle, et revinrent. À nouveau, cherchant quelque chose. Un argument, une échappatoire, une version de l'histoire qui le placerait encore au centre. Simone s'était déjà éloignée de lui de 30 centimètres, puis d'1 mètre. Sa robe dorée captait la lumière, mais son visage était devenu plat et exsangue. Elle calculait la distance, pas la loyauté. Constance restait figée, son verre de champagne suspendu à ses lèvres, ses yeux dardants entre la scène, son fils et la salle remplie de gens qui regardaient désormais sa table avec une expression qu'elle n'avait jamais vue dirigée vers elle auparavant. Pas de l'admiration, pas de l'envie, du jugement, clair et définitif. Elliot regarda Nan depuis la scène. Il lui demanda de se lever. Elle se leva lentement. La soie verte humide de sa robe accrocha le projecteur. La broche en émeraude brilla. Elle ne parla pas. Elle ne leva pas le poing, ne pointa pas du doigt et ne dit pas un seul mot. Elle toucha la broche une fois, le même geste qu'elle avait fait quand la glace l'avait frappée, le même geste qu'elle avait fait le soir où elle avait rencontré Kendrick 7 ans plus tôt, et elle adressa un signe de tête à Elliot. Un seul signe de tête, calme. Les applaudissements commencèrent. Cela partit d'une table près du mur latéral. Puis cela se propagea, table par table, personne par personne, jusqu'à ce que le son remplisse toute la salle de bal. 400 personnes debout, applaudissant la femme qu'elles avaient tout ignorée 30 minutes plus tôt. Nan se rassit. Elle croisa les mains. Elle ne regarda pas Kendrick. Le gala se termina tôt ce soir-là, pas officiellement. Le programme suivit son cours. Le dessert fut servi. Le quatuor de jazz joua son dernier set, mais l'énergie s'était vidée de la pièce comme le sang d'une blessure. Les gens partaient par groupes, parlant à voix basse, jetant des regards vers la table de Kendrick, qui s'était vidée une chaise après l'autre jusqu'à ce qu'il ne reste que lui. Simone fut la première à partir. Elle se leva sans un mot,
ramassa sa pochette sur la table et se dirigea vers la sortie à grands pas rapides. Ses talons frappaient le sol en marbre comme des points de ponctuation à la fin d'une phrase que personne ne voulait terminer. Elle ne regarda pas Kendrick. Elle ne regarda personne. Elle héla une voiture devant l'entrée de l'hôtel, y monta sans même retirer ses talons et disparut dans la nuit d'Atlanta comme de la fumée s'échappant d'une fenêtre ouverte. Dès le dimanche matin, elle avait supprimé toutes les photos de Kendrick de son téléphone. Le lundi, son numéro était bloqué. Ses SMS restaient sans réponse. Ses messages vocaux n'étaient pas écoutés. Simone n'avait jamais aimé Kendrick. Ni l'homme, ni son cœur, ni son histoire. Elle aimait ce qu'il représentait, l'accès, la visibilité, une place au premier rang à des tables qu'elle ne pouvait atteindre par son propre nom. Et maintenant que la table s'effondrait sous son propre poids pourri, elle ne voyait aucune raison de rester debout à ses côtés. Elle partit comme elle était arrivée, rapidement, proprement, sans regarder en arrière. Constance essaya. Elle entraîna Kendrick dans le couloir du vestiaire et lui parla d'une voix basse et pressante, celle que les mères utilisent quand leurs fils ont échoué publiquement et que le nom de famille se vide de sa substance sur le sol de la salle de bal. Elle lui dit d'appeler son avocat. Elle lui dit de devancer l'histoire. Mais Kendrick n'écoutait pas. Ses yeux étaient fixés sur la sortie lointaine par laquelle n'en venait de passer, calme, droite, le tissu humide de sa robe verte traînant derrière elle comme la ligne finale d'une histoire qu'elle avait écrite elle-même. En une semaine, les retombées devinrent structurelles. Le comité du gala retira discrètement le nom de Kendrick de la plaque des honorés. Le conseil d'administration de la fondation ouvrit une révision formelle de son siège, et la discussion de groupe, celle entre Kendrick, Simone et Constance, fit surface d'une manière ou d'une autre. Des captures d'écran circulèrent parmi les contacts d'affaires de Kendrick comme un feu couvant lentement. Les associés de son cabinet immobilier cessèrent de lui rendre ses appels. 2 clients majeurs retirèrent leur mandat avant la fin du mois. Un promoteur qu'il courtisait pour un projet de luxe à usage mixte à Middle m'envoya un email d'une seule ligne, « Nous avons décidé de prendre une direction différente. » Constance appela tous les parents auxquels elle pouvait penser. Personne ne répondit. Elle laissa des messages vocaux qui commençaient avec fermeté et finissaient dans le désespoir. Elle appela sa sœur à Savannah qui l'écouta pendant 30 secondes avant de dire « J'ai vu les captures d'écran, Constance. Ne me rappelle plus avant d'avoir compris quel genre de mère aide son fils à détruire sa propre femme. » La ligne se coupa. Constance appela ensuite le téléphone de Nan et tomba sur un message indiquant que le numéro avait été changé. Elle se rendit à la maison un mercredi après-midi et trouva les serrures remplacées ainsi qu'une carte de visite d'un avocat spécialisé en droit de la famille soigneusement scotchée au centre de la porte d'entrée. Elle resta sur le perron pendant une minute entière, fixant la carte, avant de retourner à sa voiture, son sac à main serré contre ses côtes comme un bouclier qui ne servait plus à rien. Kendrick appela Nan 17 fois la première semaine seulement. Elle ne répondit à aucun appel. Ses SMS commencèrent par de la colère, des phrases courtes et tranchantes pleines de reproches. Au 3e jour, ils passèrent à la négociation. Au 5e, ils étaient longs et suppliants, remplis de mots comme « erreur »,« surréagi » et « nous pouvons arranger ça ». Chaque message rencontra le même silence. La vérité sur la carrière de Kendrick était quelque chose que le gala avait rendu visible, mais que Nan avait toujours su. Il n'avait rien construit par lui-même. Chaque poignée de main, chaque recommandation, chaque porte ouverte, chaque appel retourné et chaque siège à une table d'importance, tout remontait au réseau de Nan, à son carnet, à ses appels téléphoniques discrets passés à la table de la cuisine pendant que Kendrick répétait son argumentaire devant le miroir de la salle de bain. Sans cet échafaudage, sa carrière ne ralentit pas, elle s'effondra. Les recommandations se tarirent. Les invitations cessèrent d'arriver. Les gens qui le saluaient autrefois par son prénom lors des galas le traversaient désormais du regard comme s'il était transparent. 3 semaines après le gala, un mardi soir, alors que le ciel était gris et lourd, Kendrick était assis seul dans sa voiture devant la maison qu'ils avaient partagée. Le moteur était coupé. La rue était calme. À travers la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir une lumière jaune et chaude, le genre de lumière qui signifiait autrefois que le dîner attendait et que quelqu'un était content qu'il soit rentré. Mais personne n'attendait. Plus maintenant. Il resta là pendant 40 minutes.
Puis il démarra le moteur et conduisit jusqu'à un appartement qu'il avait loué à l'autre bout de la ville, à moitié meublé, silencieux de la mauvaise façon, sentant la peinture et le carton, et ce genre de vide qui s'installe dans une pièce quand la personne qui l'habitait a décidé de s'arrêter. 4 mois plus tard, par un samedi matin de début de printemps, Nan était assise sur le perron d'une maison plus petite, dans une rue bordée d'arbres à East Point. Ce n'était pas la maison qu'elle avait partagée avec Kendrick. Celle-ci était la sienne, achetée avec ses propres économies, meublée de ses propres mains, et calme de la façon dont seule une maison qui appartient vraiment à une seule personne peut l'être. La broche en émeraude était épinglée sur un simple chemisier en lin. Le soleil du matin accrochait la pierre verte et projetait un minuscule rayon de lumière sur la rampe du perron. Une tasse de thé fumait doucement sur la table à côté d'elle. À côté du thé se trouvait le carnet relié de cuir, ouvert à une page à moitié remplie de nouveaux noms écrits d'une écriture soignée et attentive. Elle révisait un contrat de consultante. L'entreprise d'Elliott Okafor, Ascent Technologies, l'avait officiellement engagée comme conseillère stratégique. L'offre était arrivée 2 semaines après le gala, écrite à la main sur le papier à en-tête personnel d'Elliott avec une note en bas qui disait « C'est avec 10 ans de retard ». Nan l'avait lu 2 fois, l'avait posé sur le comptoir de la cuisine et avait pleuré pour la première fois depuis la nuit où elle avait trouvé le téléphone. Pas de tristesse, mais du sentiment d'être vue par quelqu'un qui se souvenait de ce qu'elle avait fait quand personne ne regardait. Joséphine passa vers midi. Elle apporta des croissants chauds de la boulangerie du coin et une histoire sur un vendeur au marché qui avait essayé de lui faire payer 9 $ pour un sac de pêche. Elles s'assirent sur le perron et rirent. Pas un rire de façade, pas un rire social, juste le genre de rire facile qui s'élève entre 2 personnes qui se connaissent depuis assez longtemps pour trouver du réconfort dans les choses petites et ordinaires. Joséphine regarda Nan par-dessus la table et dit « Tu as l'air différente. » Nan leva son thé. « Je me sens moi-même. » À l'autre bout de la ville, dans un appartement à moitié meublé avec des cartons de déménagement encore empilés contre les murs et des stores qui n'avaient pas été ouverts depuis des semaines, Kendrick était assis sur un canapé qui n'était pas assorti au tapis. Son téléphone était dans sa main. Il faisait défiler des photos du gala. Pas la galerie officielle de la fondation, mais les clichés pris sur le vif que les invités avaient publiés sur les réseaux sociaux la nuit où l'histoire était devenue publique. Il s'arrêta sur une photo, Nan debout, la salle à ses pieds, la broche en émeraude captant le projecteur, son visage calme, ses mains le long du corps. Elle ressemblait à une femme qui avait déjà avancé, déjà tourné la page, déjà commencé un chapitre qui ne l'incluait pas. Kendrick fixa la photo pendant un long moment. Son pouce planait au-dessus de l'écran comme s'il voulait zoomer, ou appeler, ou envoyer un message, ou défaire quelque chose qui ne pouvait plus l'être. Puis il ferma le téléphone et le posa face contre le coussin. L'écran s'éteignit. L'appartement devint silencieux, et Kendrick resta assis là, dans le silence d'une vie qu'il avait vidée de ses propres mains. De retour à East Point, Nan tourna une page vierge du carnet relié de cuir. Elle écrivit un nouveau nom, une jeune femme de Decatur qu'il avait contactée pour lancer une association communautaire de soutien scolaire après l'école. Nan avait déjà passé 2 appels en son nom. Elle ferma le carnet, prit son thé et s'adossa à sa chaise. La brise passait à travers les arbres. La broche capta la lumière du matin une dernière fois, et Nan sourit. Pas pour un appareil photo, pas pour une salle pleine de monde, pas pour quelqu'un qui regarderait, juste pour elle-même. Parfois, les personnes qui restent silencieuses dans une pièce sont celles qui la soutiennent, et quand elles partent, tout s'écroule. Nan n'a pas élevé la voix. Elle n'en a pas eu besoin. La vérité n'a pas besoin de volume. Elle a juste besoin de quelqu'un d'assez courageux pour la laisser parler. Si cette histoire est restée avec vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et revenez, car nous avons d'autres histoires comme celle-ci qui vous attendent.